Cette année encore, la géopolitique s'invite dans l'Eurovision. Une 70e édition organisée à Vienne en Autriche sous très haute tension. 5 pays, l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie, c'est inédit, boycottent la compétition pour protester contre la participation d'Israël dans le contexte de guerre à Gaza et au Liban. Le concours, comme le disaient les organisateurs, doit-il rester apolitique? Ce nouveau boycott écorne-t-il encore l'image de ce concours? Pour en parler, Florent Parmentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du CEVIPOF. Vous venez de publier avec Cyril Brett Géopolitique de l'Eurovision. Merci d'être avec nous. Quentin Mauduit, enseignant au CELSA. Vous avez aussi publié un livre sur l'Eurovision, Eurovision, la petite histoire du grand concours. Et vous êtes également animateur au podcast 12 points. Et depuis Bruxelles, Anna Miranda, députée européenne du Bloc nationaliste galicien, groupe des Verts. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, parmi les pays qui boycottent, il y a l'Espagne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez soutient cette décision. Écoutez-le et on en parle juste après. L'Espagne a toujours été engagée en faveur de ce festival qui a été créé précisément pour promouvoir la paix, nous rapprocher et célébrer la diversité du continent européen. Mais face à cette guerre illégale et à ce génocide, le silence n'est pas une option et nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui continue de se passer à Gaza et au Liban. C'est une question de cohérence, de responsabilité et d'humanité. Et soit dit en passant, nous ne sommes pas les seuls. Le concours de cette année se déroulera également sans la participation de pays comme l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie, ainsi que sans le soutien de nombreux fans à travers l'Europe qui ont tourné le dos au festival. Cette année donc sera différente. Oui, nous ne serons pas à Vienne, mais nous le ferons avec la conviction que nous sommes du bon côté de l'histoire. Pedro Sánchez, c'est l'une des voix européennes les plus critiques à l'égard du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Anna Miranda, en Espagne, est-ce que cette décision, elle fait l'unanimité ? Bonsoir à tout le monde. Et vraiment, c'est un jour spécial parce que c'est un jour où on continue avec toute la complicité avec l'Israël après la commission d'un génocide. Le Festival d'Eurovision maintient la présence d'Israël. Et c'est vrai qu'à la société espagnole, il y a une grande majorité qui supporte ces décisions. C'était une décision très populaire demandée pour la société civile qui est majoritairement dans la question du peuple palestinien et surtout qui a dénoncé le génocide et qui dénonce l'occupation et l'apartheid d'Israël. Et donc, l'Espagne, c'est la première fois qu'elle ne participe pas et pour une décision vraiment qu'on remercie aussi parce que c'était une demande citoyenne. Alors Florent Parmentier, cette absence de l'Espagne pour les organisateurs, c'est un coup dur parce que c'est aussi l'un des plus gros contributeurs financiers du concours. Oui, ce qu'il faut voir, c'est qu'organiser un concours de l'Eurovision, ça va coûter à peu près à GOP organisateurs entre 25 et 30 millions d'euros. C'est à peu près le chiffre qu'on trouve régulièrement. Parmi ces contributeurs, il y a ce qu'on appelle les gens, enfin le club du Big Five, comme on l'appelle en anglais, c'était les 5 principaux contributeurs dont l'Espagne fait partie. Et donc de ce point de vue-là, on a à la fois pour l'organisation à gérer le départ en tout cas le boycott cette année, de plusieurs membres importants. C'est le cas de l'Espagne, c'est aussi le cas de l'Irlande. Symboliquement, c'est l'État qui a le plus gagné l'Eurovision avec la Suède. C'est aussi le cas de l'Islande. L'Islande, c'est l'État qui a la part d'audience la plus importante. En moyenne, 97% des Islandais qui sont devant leur poste de télévision regardent l'Eurovision. Donc vraiment, voilà, on ne connaît pas les 3% restants d'Islandais, mais c'est pour dire, voilà, plus sérieusement, que la carte que vous avez montrée à l'écran, elle dit quelque chose, mais elle ne dit même pas la totalité des questionnements autour de la participation d'Israël, puisque dans différents pays qui participent cette année, aussi bien sur place, avec des manifestations, que plus globalement, on a une vague d'opposition assez franche et nette, dont il est difficile d'évaluer si elle est majoritaire ou minoritaire, mais en tout cas, une partie conséquente de l'opinion publique européenne a des doutes sur la participation d'Israël dans le contexte actuel. Quentin Mauduit, l'Eurovision peut-il vraiment être un concours apolitique dans ce contexte de conflit majeur ?
Mais j'allais vous dire, en fait, indépendamment du contexte spécifique depuis 3 ans de la guerre à Gaza menée par Israël, en réalité, historiquement, la création même du concours Eurovision est politique, puisque dès les prémices, dès 1956, en réalité, ce sont des États-nations, alors certes, via leur télédiffuseur public qui concourent à l'Eurovision, mais ça charrie nécessairement des visions du monde, ça charrie nécessairement des éléments de folklore, de langue nationale. Donc en réalité, toute présentation à l'Eurovision est forcément politique. Le fait est que là, cette année et depuis 3 ans, depuis le déclenchement de la guerre à Gaza par Israël, là, on sent qu'il y a en tout cas une visibilité médiatique et un angle d'analyse beaucoup plus géopolitique et politique sur une analyse précise de ce qu'envoient des candidatures envoyées par Israël, la signification des paroles. Je repense par exemple à 2024 où la candidate israélienne, dans un premier temps, avait appelé sa chanson « Pluie d'octobre » qui faisait un lien évidemment direct avec les événements du 7 octobre. Et ça, l'Union européenne et Radio Télévision a demandé, en vertu de l'apolitisme du concours, de modifier le titre de la chanson. C'est ça, on a du mal à croire que ce concours puisse être apolitique parce qu'il réunit des États, des drapeaux et des votes nationaux. Absolument. En fait, bien sûr, ce sont des États, on voit les drapeaux, on voit tout, on va dire, le folklore représentant des identités nationales, mais en réalité, c'est bien des télédiffuseurs publics qui participent au concours. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fonction des pays, certains télédiffuseurs publics sont plus ou moins autonomes et indépendants de la politique officielle du pays. Par exemple, en Espagne, les dirigeants de RTVE sont alignés politiquement avec les dirigeants espagnols. Dans d'autres pays, il peut y avoir des divergences entre les opinions politiques des dirigeants du télédiffuseur public et la politique officielle du pays. Florent Parmentier, Israël ne fait pas géographiquement partie de l'Europe. Pourquoi et à partir de quand le pays a été introduit à la compétition ? Alors c'est en 1973 qu'Israël a été inclus dans ce concours, dans un contexte particulier déjà. Contexte qui était lié pour beaucoup aux attentats qui avaient eu lieu à Munich lors des Jeux Olympiques où plusieurs athlètes israéliens avaient été tués. Et dans ce cadre-là, on a la première participation d'Israël dans un concours qui a lieu à Luxembourg. Et dans ce concours à Luxembourg, eh bien, ce qui est intéressant d'observer, c'est quand on écoute les archives d'époque, la première chose qui apparaît aux observateurs, c'est la sécurité renforcée pour la participation d'Israël. Donc on a de ce point de vue-là, eu un moment dans lequel Israël se trouvait dans une situation d'isolement au Moyen-Orient, et puis il y avait une volonté de rapprochement, de modernisation des partenaires européens, une histoire qui a longtemps bien fonctionné. Ne pas oublier qu'Israël, c'est l'un des poids lourds du concours, qui a gagné 4 fois depuis 1978. Le pays d'ailleurs investit beaucoup dans ce concours, pourquoi ? Et le pays a énormément investi, peut-être même de manière trop voyante. C'est en tout cas ce que nous dit le New York Times, qui a publié cette semaine un article dans lequel il insiste sur une certaine volonté d'instrumentalisation par la politique étrangère israélienne de ce concours, qui en substance, et c'est là rejoint le commentaire de Quentin un peu plus tôt, quand vous avez 166 millions de personnes qui regardent le concours en 2025, ça devient un enjeu. Disons qu'il y a des formes de politisation. Et de ce point de vue-là, ce que dit l'article du New York Times, précisément, ce sont des tactiques de manipulation de vote massif, organisé. D'ailleurs, là, les votes ont été changés. On pouvait voter... En décembre dernier, lorsque, au sein de l'UER, la réunion qui a lieu pour décider si Israël pouvait participer ou non, et qui a mené au boycott d'un certain nombre d'États, l'une des contreparties, en quelque sorte, qui a essayé de donner l'UER, c'était de réduire de 20 à 10 le nombre de votes pour une chanson, plusieurs chansons. On peut voter 10 fois pour la même chanson. Avant, on pouvait voter 20 fois pour une même chanson. Mais en tout cas, ça fait partie, en effet, des règles qui ont changé et depuis décembre dernier. Dans ce contexte de contestation, la sécurité a été renforcée. Il y a eu de nombreuses manifestations à Vienne, les pros, les contres. Donc des manifestants qui manifestent contre cette participation d'Israël. On va justement écouter l'une de ces manifestantes. Ils ont aussi exclu la Russie. Ils ne l'ont plus laissé participer à cause de la guerre, précisément pour cette raison. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Israël n'est pas aussi exclu. Surtout avec le génocide et tout le reste. Ce n'est tout simplement pas normal qu'ils fassent comme si de rien n'était. Qu'Israël puisse participer comme si rien ne se passait. Anna Miranda, on vient de l'entendre, en 2022, la Russie et la Biélorussie ont été exclus du concours à cause de la guerre en Ukraine. Certains dénoncent un deux poids, deux mesures. Vous êtes d'accord ?
En fait, nous avons écrit députés européens de 4 groupes politiques, inclus les groupes Verts, Alliance européenne, les groupes de la gauche, les groupes socialistes et les groupes de Renew. Nous avons écrit une lettre à la Broadcasting International pour dénoncer les doubles standards. Et les doubles standards, ça veut dire que soit on participe tous, soit participent ceux qui accomplissent les règles. Et si les règles sont pour un État qui a fait une invasion, pour un État qui commet un génocide et qu'on les laisse participer, et c'est vraiment une manipulation du concours. Je suis totalement d'accord avec l'écrivain qui a dit que sur la question de la manipulation de vote et surtout sur l'influence de la publicité. La réponse de Broadcasting International, c'était que c'est la télévision de chaque État qui doit décider. Ce qui est important cette année, c'est que l'Irlande, la Slovénie, les Pays-Bas, l'Espagne, membre de l'Union européenne, et en plus l'Islandie, qui est membre de l'espace économique européen, ont fait les boycotts exemplaires. Et ça, c'est vraiment une avance contre les doubles standards aussi, un double standard qui a aussi l'Union européenne. On l'a vraiment vu sur les sanctions pour un pays, mais les sanctions pas pour Israël sur l'accord d'association. Quentin Mauduit, en 2022, c'est l'Ukraine qui a remporté le concours et là, c'était clairement une marque de soutien. Alors ça s'est vu comme étant une marque de soutien, notamment du public, puisque c'est surtout le télévote qui a fait gagner en fait l'Ukraine. Mais c'était aussi très lié aux milliers d'Ukrainiens qui avaient quitté l'Ukraine et qui étaient allés se réfugier en Pologne, en tout cas dans les pays limitrophes. Et on a observé que le télévote, donc là où l'Ukraine avait gagné le plus de points, c'était dans les pays qui avaient accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Mais ça a été en tout cas interpréter la victoire de l'Ukraine comme étant une forme effectivement de soutien symbolique, mais soutien symbolique au peuple ukrainien. Ce qui fait qu'on comprend bien que derrière la stratégie actuelle depuis 3 ans d'Israël, il y a cette volonté d'avoir ou de faire croire que le peuple européen soutient la politique d'Israël en arrivant très régulièrement au numéro 1, au numéro 2 du télévote, sauf que comme le New York Times le démontre, en réalité cette opération pour gagner le télévote est une opération de manipulation des résultats. C'est-à-dire que ce n'est concrètement pas l'opinion publique européenne qui soutient Israël. C'est une stratégie de performance de milliers de personnes qui votent massivement plus de 10, 15, 20 fois pour Israël qui font qu'il obtient des 12 points de beaucoup de pays participants. Florent Parmentier, c'est une tribune pour les pays, l'Eurovision ? C'est un outil de soft power, comme on dit ? Dès le départ. Ça a été dès le départ et ensuite plus régulièrement, ça a été un moyen déjà de s'intégrer au niveau européen, y compris pour des États qui n'étaient pas encore démocratiques. Dans les années 60, l'Espagne franquiste participe. Le Portugal salazariste est autorisé aussi à participer. Et puis la Yougoslavie, qui n'était pas démocratique à l'époque, participe également. En étant non pas membre du bloc de l'Est, mais en étant un pays socialiste, mais plutôt orienté vers les États occidentaux. Donc on a dès le départ cette volonté-là. Je pense que c'est ce qu'on appelle le nation branding en anglais. Et en fait, ça fait que l'Eurovision a cette particularité d'être un peu le spectacle, non pas de l'Europe telle qu'elle est, n'est pas le reflet exact de la réalité européenne, mais telle que les Européens aimeraient à se montrer ou à ne pas se montrer. Si jamais il y a un cas de boycott, c'est un message politique qui dit en substance nous ne souhaitons pas participer à un concours dans lequel nous estimons qu'il y a, c'est ce qui a été dit précédemment par l'intervenante, la participante allemande, on a cette critique du double standard, du 2 poids 2 mesures qui revient régulièrement. Alors le concours, on le sait, attire énormément de téléspectateurs de tous horizons. C'est l'événement non sportif le plus suivi. Il a rassemblé 166 millions de téléspectateurs l'année dernière. Absolument. Et en fait, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'en France, on a presque un biais de méconnaissance de l'ampleur du phénomène qu'est le méga événement Eurovision. Dans le sens où, bien sûr, les audiences commencent à remonter depuis quelques années en France. Mais en réalité, si on regarde les taux d'audience, alors on évoquait l'Islande, mais même en Suède, ça dépasse 80% du public suédois qui regarde l'Eurovision. Ou même en Allemagne, il y a des années où ça dépasse 10-15 millions de téléspectateurs. En Espagne aussi, c'est effectivement un événement annuel. Et en France,
En proportion, c'est 5-6 millions de téléspectateurs. C'est, je crois, une 30-35% de part de marché, ce qui est déjà un bon score. Et France Télévisions termine en tête, France 2 termine en tête depuis quelques années. Mais c'est encore... Paradoxalement, on est l'un des derniers pays, un des plus petits pays en termes de part d'audience. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, je pense, le public français n'a pas encore pris la mesure de l'ampleur qu'a ce phénomène télévisuel sur le continent européen, et c'est même diffusé en Chine, aux États-Unis, en Australie bien entendu. En plus, il participe cette année depuis 10 ans maintenant. Donc oui, c'est un phénomène, c'est un méga événement. Et pourtant, certains disent que le concours est quand même un peu kitsch, ça n'empêche pas de le regarder. Je confirme, on va pas pouvoir nier le fait que certaines performances sont kitsch, et c'est d'ailleurs parfois très volontaire. C'est-à-dire, c'est même, on sort du kitsch et on rentre dans le camp. C'est-à-dire que c'est un kitsch, mais qui a une signification politique. Et il y a pas mal de performances qui sont volontairement kitsch, et il y a une stratégie derrière, notamment pour gagner parfois. Il y a des anciens vainqueurs qui étaient très kitsch, et ça ne les a pas empêchés de gagner l'Eurovision. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de... il faut comprendre, il faut peut-être un peu décentrer son regard, nous, en tant que Français. C'est un phénomène européen, et qui est en tête des audiences dans la plupart des États. C'est la meilleure audience dans la plupart des États qui participent à l'Eurovision. Oui. Florent Parmentier, pour parler du concours, il y a aussi des votes qui se font entre voisins, entre alliés. Bon, ça c'est déjà une forme de politique, non ? L'Eurovision, c'est une forme de géographie affective de l'Europe. On a de part et d'autre des pays qui effectivement vont se renvoyer la balle, les plus connus étant la Grèce et Chypre. Ça, on a une affinité linguistique, même affinité linguistique entre la Roumanie et la Moldavie. On a eu jusque dans les années 2000, même jusqu'en 2014 littéralement, des échanges de votes qui existaient entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, aujourd'hui, la Russie étant exclue, la question ne se pose plus. Et ensuite, après 2014, il n'y a plus d'échange de voix direct. Mais on a une géographie affective. On pourrait aussi parler des ex-Yougoslaves ou de l'Europe du Nord. On a effectivement une géographie affective. Comment ça s'explique ? Eh bien, tout simplement, il y a des proximités linguistiques, historiques, culturelles. Et puis, il y a également à cette proximité linguistique de part et d'autre des frontières, il y a parfois un vote diasporique, qui va un peu au-delà, qui ne s'appuie pas seulement sur des minorités dans des États voisins, mais plus globalement, si on regarde par exemple la France a 3 pays avec lesquels elle survote statistiquement, c'est-à-dire que le nombre de votes français est plus important que la moyenne des votes européens, et qui sont des États, en l'occurrence le Portugal, l'Arménie et Israël, avec laquelle la France partage un certain nombre de populations. En tout cas, il y a un imaginaire qui précisément se déploie à ce moment-là. Donc des votes de proximité, des votes diasporiques, et puis après il y a d'autres manières naturellement de gagner le concours. Tout ne se limite pas à ça, ni au kitsch, qui est un élément important du message malgré tout. Anna Miranda, rapidement, est-ce que le boycott, c'est une forme de pression efficace ? On a parlé de tous ces pays qui avaient déjà boycotté l'Eurovision. L'Espagne, d'ailleurs, à l'époque de Franco, avait aussi été boycottée. Oui, à l'époque de Franco, on avait aussi des pressions de tous les gens qui luttaient contre la dictature franquiste, et que c'était aussi un peu utilisé pour le franquisme pour se blanchir. Et à ce moment, aussi l'élection, par exemple, de candidats en Espagne, c'est pas la télévision espagnole qui le fait, c'est tout un concours entre le public aussi. Même on a eu des favoris du public. Je me rappelle du phénomène galicien, les Tanchugueiras, que c'est un groupe d'ici, de la Galice, et étions les favoris, mais à la fin, était choisi à notre chanteuse. C'est une question aussi très politique à l'intérieur du peuple. Et c'est un phénomène européen. Et les boycotts, c'est une manière d'accomplissement aussi des droits humains pour dire qu'on ne peut pas être complice du génocide, de l'apartheid, de l'occupation. Le mot de la fin. Merci beaucoup, Anna Miranda. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Très belle suite des programmes sur TV5 Monde.